année effectivement très animée. Et beaucoup de tendances. Donc là, l'idée, c'est de partir sur 20 minutes et de partager avec vous à la fois des tendances qu'on a vues à la NRF à New York, mais aussi quelques tendances qu'on a retenues du CES, qui étaient des tendances retail, bien évidemment, et puis plus globalement, quelques tendances que nous, on suit à l'année dans le cadre du Hub Institute. Alors, pour démarrer, en gros, ce qu'on a pu voir, c'est que il y a à la fois un grand nombre de tendances et en même temps un vrai enjeu de ROI de plus en plus et de moins en moins d'idées un peu parfois farfelues qui sortent et qui ne trouvent pas leur marché. Alors une synthèse de la NRF, donc 35 000 visiteurs, plus de 3 000 exposants, donc c'était vraiment le rendez-vous de rentrée. Et puis on peut les applaudir, les 10 startups françaises de la French Tech présentes, startup ou scale-up. On est très heureux, il y en avait plus de 270 au CES, il y en avait une dizaine à la NRF. Donc là encore, la French Touch, la French Tech se développe et on en est très heureux. Alors, en gros, la synthèse et ce qu'on voit un petit peu, nous, c'est que c'est un peu la guerre des hooks. C'est un peu cette idée d'arriver, en tant que retailer, d'arriver à positionner les bons hameçons aux bons endroits, que ce soit in-store ou online, pour réussir à engager avec vos clients. Et donc, toute la stratégie 2017, ça va être de se dire, voilà, on va avoir la possibilité de positionner différents moyens d'engagement. Comment ça va s'organiser en fonction des différents écrans et des différents supports. Donc en gros, l'idée et les clés de réussite, c'est d'arriver à associer les bons hameçons avec évidemment les bonnes expériences, qu'elles soient online ou offline, pour générer plus de temps, in-store ou online, du coup plus de ventes, et puis au final, évidemment, gérer plus de feedback et de fidélité client. Alors, la première grande tendance, c'est clairement un vrai focus autour de la culture client. On interrogeait dans nos derniers ouvrages que je vous recommande, le guide de la transformation digitale, le directeur client de Renault et qui échangeait autour de ces 7 moments de vérité, ces 7 moments où en fait, c'est 7 rendez-vous que va avoir Renault avec son client et du coup tout le travail qu'ils ont réalisé pour essayer d'optimiser et de créer une vraie expérience sur chacun de ces moments de vie en fait du client. Et puis ce qu'on retient alors de la culture client, c'est 3 choses. D'abord la recherche d'authenticité, deuxième chose la confiance et 3 la logique de transparence. Donc là encore les clients ils veulent être accompagnés sur la durée et il faut être dans une logique vraiment de relation longue, c'est ce qui est vraiment recherché aujourd'hui. La deuxième tendance, c'est vraiment la place du mobile, qui est aujourd'hui vraiment au centre du parcours d'achat. Donc ça se matérialise de différentes manières. D'abord, on a pu avoir dans la dernière étude de FEVAD ce chiffre, plus de 30% des ventes sur mobile pour l'année 2017. Donc c'est vraiment un chiffre impressionnant qui montre vraiment que les usages se mainstream et que du coup, aujourd'hui, toute stratégie doit évidemment inclure une stratégie mobile et plus globalement multicanal. Alors, dans cette logique mobile, l'avènement des chatbots avec Messenger, plus de 33 000 chatbots ont été développés depuis avril dans la dernière étude et dans 3 cas de famille. Donc il y a les chatbots serviciels, évidemment, les chatbots plus liés à une expérience, ceux qui sont plus liés à la transaction, et puis les chatbots plus dans une logique de gaming et d'entertainment. Mais ce qu'on voit dans les analyses, c'est que les gens cherchent peut-être moins d'applications, mais plus de services dans l'application. Et donc, on a vu effectivement une fusion de pas mal d'applications de marques qui, du coup, se transforment en compagnons avec pas mal de services au sein d'une seule application, parce qu'aujourd'hui, évidemment, clairement, le référencement sur les App Store est extrêmement complexe et coûteux. Alors, un exemple, Starbucks, justement. Starbucks qui va, dans sa nouvelle application, proposer à la fois la fidélisation, la commande et un grand nombre d'expériences qui en font le compagnon absolument incontournable pour tout client de Starbucks. Et puis, sur le paiement, là aussi, ça bouge beaucoup. Alors, plusieurs choses. Le paiement sans contact continue à se développer, mais là, si on prend le cas français, c'est lié aussi aux accords de banque et ainsi de suite. Donc là, ça prend un peu de temps, mais ça continue à se développer. Il y a aussi le paiement avec Touch ID en boutique directement, on le verra dans une vidéo juste après. Et puis, on a le paiement via chatbot. Donc là, il y a eu la démonstration de Mastercard à New York, où dans un flux de discussion dans Messenger, on arrivait jusqu'à la transaction avec un appel carte bleue, ainsi de suite, qui se passait de manière extrêmement fluide et simple au sein d'une discussion. Donc c'est des pistes intéressantes sur ces sujets de paiement par Messenger et autres. Alors on l'a mis parce qu'on aime bien le paiement avec le sourire, parce que ça fonctionne et parce que ça avait été un des buzz il y a quelques mois. Et puis là c'est dans un autre univers, mais c'est sur le retail pur. Le paiement c'est aussi la caisse, il ne faut pas l'oublier.
et qu'aujourd'hui, on a identifié cette entreprise, Digimarc, qui était à la NRF, qui propose en fait d'imprimer sur le packaging du produit en fait un barcode un peu partout sur le produit, ce qui fait que on arrive à accélérer les temps de caisse par 2 ou 3, et donc à baisser justement la frustration client. Et aujourd'hui, du coup, avec les accords qu'ils ont avec les scanners de caisse, ils arrivent justement à commencer à pouvoir proposer des produits avec un barcode partout, et du coup en caisse ça passe extrêmement rapidement. Voilà. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place et qui permettent d'améliorer l'expérience sur le point de vente. La quatrième tendance, c'est tout ce qui est autour évidemment de la friction. Donc on connaissait les Amazon Dash, mais là ils ont commencé à être dématérialisés, donc on peut appuyer sur un bouton directement depuis une application mobile ou autre. Ce qu'on voulait souligner ce matin, et on est très heureux, c'est la réaction française des retailers français, avec justement la capacité pour des particuliers de scanner les produits chez eux et du coup gagner du temps dans des commandes en ligne, parce que parfois ça peut être un peu fastidieux. Donc ça c'est bien qu'il y ait une réaction et que ça commence à se généraliser. Et puis clairement, pour ceux qui ont un peu suivi, aujourd'hui, le gros buzz tourne autour de la voix et de la commande vocale. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire une petite démo. OK Google, what's the weather in Paris? It's currently 9 and sunny there. There will be showers today with a forecasted high of 13 and a low of 8. Hi Alexa, what's the weather in Paris? Right now in Paris, France, it's 7 degrees with clear skies and sun. Today's forecast has clouds and showers, with a high of 14 degrees and a low of 7 degrees. Hi Alexa, can you add some Diet Coke bottles to my shopping list? Diet Coke bottles added to your shopping list. Donc on voit, aujourd'hui, on est clairement rentré dans l'ère du V-commerce, du vocal commerce. Cette idée qu'à la voix, on va pouvoir ajouter à son panier de manière extrêmement simple des produits, des services, et pouvoir à la voix valider et payer. Donc on rentre dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, ces produits ne sont pas encore disponibles en France, mais il faut vous, retailers, vous préparer et réfléchir avec la manière avec laquelle vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle des skills, du coup des interactions avec ces différents devices, que ce soit Google Home ou Amazon Alexa, pour pouvoir être présent et pouvoir du coup être en capacité de pousser des questions. Donc je vais faire témoigner la directrice de EDF Angleterre, qui a connecté EDF en Angleterre directement avec Alexa, qui permet aux consommateurs de en savoir plus sur sa facture, sur sa consommation. EDF Energy has developed a skill using Amazon Echo that allows you to access your EDF Energy electricity and gas accounts through voice interaction. Customers who have used the application have loved it and said that they have made energy fun again, and they don't mind actually checking their electricity and gas accounts because it's very exciting and fun to use Amazon Echo. So we are hoping that customers will be able to use and understand their energy data to help them understand where they are spending their money on cooking, on heating, on lighting. This will allow them to manage their energy expenditure in the future and decide how and where they choose to spend their money, and do it through a fun and interactive way. Voilà, donc on le voit clairement, des vraies tendances là, sur ce sujet. Donc là, on est plutôt sur la commande vocale, on va dire, dans le salon, dans la chambre, et ainsi de suite. Et puis, il y a tous les enjeux autour de la cuisine connectée. Et donc, on a eu l'opportunité d'échanger avec les équipes de Samsung sur justement le Family Hub 2.0. Et là, du coup, vous allez avoir une présentation de comment je suis dans la cuisine, je suis en train de cuisiner, et à la voix, je vais commander une brique de lait et je vais commencer aussi à rajouter à mon panier des choses. C'est parti. Number 2. Donc là, j'ai choisi il y a 10 briques de lait, j'en ai choisi une. Selected. Here's the product information. Now we have our product information. Hi Samsung. Add to cart. Opening your cart. Proceed to checkout. Donc là, il passe au paiement. Voilà, c'est payé. Juste à la voix. Okay. Proceeding to check out. View inside. Là, il commande les caméras à l'intérieur de. Okay. Launching view inside. It'll let you know exactly the last time the door was open. You can see inside what we were looking at here by these 3 cameras right here.
Donc vous allez pouvoir commander directement depuis la vitre le produit en cliquant dessus. Et il peut aussi vous proposer des recettes basées sur ce qu'il observe à l'intérieur du frigo. Juste pour info, c'est pas la science-fiction, il est en vente. Alors non seulement il est en vente, mais en plus vous avez ici tous les partenaires qui étaient exposés à Las Vegas et qui sont déjà partenaires du Family Hub 2.0. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, à part l'équipe, le Figaro et d'autres players, vous avez aussi des acteurs de la livraison, du e-commerce. Donc, il va falloir aussi, là encore, à la fois vous positionner sur ce qu'on vient de voir sur les Echo et Home, mais aussi vous positionner pour être en interaction avec le frigo. C'est un enjeu très important pour les retailers et aussi pour les médias. Vous êtes dans la cuisine, je veux revoir le but du PSG de la veille, bon, je rigole. Mais l'idée, c'est de pouvoir être en interaction, proposer ou des contenus ou du service. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas citer Amazon Go. Donc, Amazon Go, c'est un cas qui est en test actuellement, qui est réservé uniquement aux clients des magasins. Aux clients, par contre, qui est réservé uniquement aux collaborateurs d'Amazon à Seattle. L'idée, c'est de pouvoir rentrer dans le magasin et d'être identifié par son iPhone. Et du coup, il y a toute une série de détections de mouvements et de produits qui fait que vous pouvez du coup choisir un peu ce que vous voulez dans le magasin. Dès que vous le prenez, ça détecte que c'est pris, ça l'ajoute à votre shopping list. Et en partant, vous êtes débité. Voilà. Donc là, la personne vient de s'identifier avec son iPhone. Donc elle rentre dans une zone où elle peut choisir ce qu'elle veut. À chaque fois qu'elle prend un produit, ça s'ajoute à sa liste. Donc là, on va voir le cas de cette personne qui a envie qui veut se faire plaisir, un petit cheesecake. Est-ce raisonnable? Non. Et puis en fait, voilà. Donc on le rajoute à la shopping. Donc évidemment, ça gère en temps réel l'ajout et la remise panier. Et puis après, au moment de payer, dans ce cas-là, vous sortez et ça détecte que tous les produits sont sortis du magasin et dans ce cas-là, vous êtes débité. Donc c'est une première, c'est pas encore lancé au grand public, c'est uniquement réservé aux collaborateurs d'Amazon pour le moment, mais c'est un cas à suivre. Voilà, cinquième grande tendance, clairement, les magasins poussent de moins en moins de produits et de plus en plus d'expériences, jusqu'à l'extrême, on va le voir. Donc il y a une vraie question, c'est vrai que pour certains retailers, vous êtes encore focus sur la présentation du produit, le facing et compagnie, et en même temps, d'autres partent clairement sur quelle expérience je vais pouvoir produire en magasin pour fidéliser mon client et lui faire vivre autre chose que juste une relation, on va dire, de client-fournisseur. Donc prenons le cas par exemple de Sonos. Sonos qui a mis en place une boutique dans laquelle vous n'avez que des petites maisons à l'intérieur qui sont soit en gros votre chambre, votre bureau, votre living et autres. Et donc là, vous pouvez venir avec vos potes et puis vous allez écouter Sonos dans une ambiance qui pourrait être l'ambiance un peu rêvée de votre intérieur. Donc là, on est vraiment dans l'expérience. Donc c'est vrai qu'après que quand on va dans d'autres magasins qui vendent juste des enceintes, ça fait un peu bizarre. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'avoir bien conscience qu'il y a cette culture client qui est mise en place, cette expérience qui est mise en place en magasin, et il va falloir pour vous tous réagir. Autre exemple, Nike qui a mis en place son nouveau Global Store sur Broadway, donc c'est un immeuble entier, comme vous pouvez le constater, avec différentes choses, des expériences à chaque étage, un terrain de basket en haut, on peut jouer au foot aussi, on peut tester énormément de produits, et puis des écrans avec des interactions. Donc ils ont positionné ces hooks justement à l'entrée du magasin, on met son numéro de téléphone, on reçoit des infos, un peu plus haut dans les étages, on laisse son email, on peut avoir quelque chose de personnalisé. Donc à vous d'identifier les bons moments, et d'un point de vue spacing, les bons points de contact pour positionner éventuellement des moments d'interaction et des écrans d'interaction. Alors, avec des interactions ou sans interaction. Là, un autre exemple, H&M, qui a mis un immense écran à l'intérieur de son magasin, mais comme il a vitré tout l'extérieur, ça sert d'outdoor à la fois indoor, on va dire, et outdoor, avec justement des économies très importantes en achat média, puisque l'écran est chez eux. Mais ils l'utilisent de l'extérieur et toutes les voitures qui passent sur Broadway voient cet écran énorme. Donc, il y a aussi cette logique d'utiliser sa surface de vente comme un média, en fait. Ma boutique, mon média. Voilà. Autre exemple, mais plus expérientiel, chez Dior, où là on a des écrans géants avec des paysages magnifiques, des paysages rêvés, pour être dans une ambiance. Ou alors la marque française de Coppel, ce qu'ils font pas encore vraiment à Paris, qui met en place là encore des écrans avec des défilés pour voir un petit peu des lookbooks comme ça qui défilent depuis la rue. Alors, il y a aussi la version Tokyo Heat, donc là on en a un peu moins, mais bon, il faut quand même le souligner. Donc l'ambiance chez Uniqlo, donc là il y a des écrans partout, c'est un peu stressant, mais bon, c'est une piste comme une autre qui est développée. Voilà, et enfin,
le développement et l'accélération des pop-up stores. Alors au début, c'était des marques de lab, des tests, on pense à Nike Lab ou à des petites marques qui se développent. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment utilisé et un peu détourné, il faut le dire, par des grands groupes. Donc on pense à Snapchat qui a mis en place du coup un énorme pop-up store qui devait durer 1 mois mais qui continue à date, qui propose du coup 3 distributeurs de lunettes de ce type. Donc les spectacles qui vont passer dans les rangs, vous pourrez les tester, vous avez la boîte ici. Et donc l'idée c'est là de proposer quelque chose d'assez unique. Donc là il est 10h sur l'ouverture, on est dehors un peu comme dans un Apple Store. Le magasin s'ouvre. Vous avez ces écrans qui tournent et qui reproduisent un peu les images qu'on voit à l'intérieur. Et là, vous avez 3 boîtes, donc on a mis un peu l'ambiance. Donc vous choisissez un peu la couleur de lunettes qui s'affiche sur votre visage en réalité augmentée, vous voyez. Ça y est, j'ai choisi les bleus. Donc je mets la carte bleue, j'appuie sur le bouton bleu. Et puis en quelques secondes, on va avoir la boîte qui va en gros descendre. Je prends mon ticket, je prends ma boîte et ça y est, je sors. C'est 120 €. Le résultat, c'est ça. Bon, on aime, on n'aime pas, mais c'est un certain style, voilà, disons. Voilà. La 6e tendance, c'est toujours plus de services sur le point de vente. Alors certains commencent à parler de slow retail, comme on a parlé de slow food. Cette idée un peu à la Ikea, où en gros, comment on maximise et on essaye d'avoir le client le plus longtemps sur le point de vente pour lui faire vivre une vraie expérience. Encore faut-il avoir les expériences dans le point de vente pour les faire vivre, on est d'accord. Mais du coup, voilà, on va descendre quelques expériences qu'on a trouvées intéressantes. Alors, la capacité à proposer du café, gratuit ou pas, magasin, c'est vrai que ça se développe beaucoup dans certaines surfaces qu'on a pu visiter. Les chargeurs iPhone, alors ça a l'air de rien, mais en fait, ça permet quand même de récupérer à la fois beaucoup de numéros de téléphone et d'email, parce qu'on est obligé pour débloquer la box et mettre son téléphone de le donner. Et du coup, sur les statistiques qu'on a eues, ça augmente de 10 à 15 points les dépenses en point de vente. Les gens sont plus libérés, ils ont plus de temps et du coup, ils ont un panier qui augmente. Il y a aussi tout ce qui est photobooth qui continue à performer. Là encore, ça crée une expérience en magasin assez facilement. Des mini coworking space ou des yoga class, par exemple, chez Tulumon. Et on a toute la partie customisation. Alors là, ça continue à s'accélérer. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour faire revenir ou pour continuer à faire venir les clients en magasin, ils sont vraiment dans cette logique de qu'est-ce que je proposais de personnaliser comme expérience. Donc là, Nike se lance en proposant des t-shirts dans lesquels on peut aller imprimer un nom en plus de ce qui est déjà imprimé. Donc là, ils ont fait un travail avec un collectif de créatifs à New York. Donc il y a différentes collections et vous pouvez après personnaliser ce que vous voulez. Là, on était assez impressionnés par Converse qui a fait un floor entier dédié à la personnalisation. Donc comme vous pouvez le voir au mur, vous allez choisir votre texture, l'ensemble des éléments de la chaussure et composer votre chaussure vous-même. Bon, je vous avoue, il n'y a pas grand monde, mais c'est une piste intéressante. On a pu voir que toutes les autres marques proposaient des corners, eux ils proposent un étage entier. C'est peut-être un peu too much, mais en tout cas c'est à souligner. Et puis d'autres, pas forcément prévus, comme Oakley, qui propose de faire des oclés à la demande. Donc là, vous allez en magasin, vous choisissez la couleur du verre, des branches, de la monture, et vous repartez avec, et vous avez votre paire à vous personnaliser. Autre exemple, le jean que je porte sur mesure, 3x1. Donc là, je suis allé dans la boutique, j'ai choisi la texture de jean, et du coup, ils ont fait le jean dans l'atelier qui est dans la boutique, et je suis reparti avec. Vous voyez, voilà, donc aujourd'hui, la personnalisation, c'est quelque chose vraiment qui se développe énormément. Il faut vraiment prendre ça en place. Apparemment, sur la boutique Levi's sur les Champs-Élysées, ils proposent aussi du jean comme ça sur mesure. Et puis un exemple de M&M's. Donc là, malheureusement, ils n'ont pas survécu. Les équipes les ont entièrement mangés, mais on voulait vous les amener, c'est pas grave. Donc là, on a Mathieu qui se dévoue, qui choisit un peu les couleurs du hub. Il va sur un ordinateur qui est juste derrière. Il met du coup les M&M's à l'intérieur. Et là, ça débite des M&M's Up Day à la volée. Et puis pareil, on part avec à la volée. Donc encore une expérience personnalisée côté alimentaire. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est autour du try and buy. Et là aussi, ça développe pas mal. Donc, on a Étienne dans l'équipe qui s'est dévoué, et donc a couru 5 km avec les chaussures, et avec un coach chez Adidas sur Broadway, pour permettre d'analyser sa foulée. Et du coup, basé sur l'analyse de la foulée, ça lui permet de recommander des chaussures de course et de running, qui correspondent vraiment à sa foulée. Et ça a permis du coup à Adidas de l'incrémenter dans sa base et au-delà de son profil, de sa taille et autres, d'avoir son type de foulée, de pouvoir sur la durée en e-commerce pouvoir segmenter des produits qui lui correspondent vraiment, un peu comme mon jean, puisque maintenant qu'ils ont ma taille, j'ai remarqué qu'ils m'envoient que des emails avec des jeans à ma taille, et ainsi de suite. Voilà. Autre chose, alors là on est sur l'après-vente et c'est très intéressant en termes de développement de services additionnels. Donc c'est
Lowe's, donc l'équivalent un peu de Monsieur Bricolage, Leroy Merlin et autres. C'est l'idée en gros, vous pouvez acheter un produit et du coup ils se sont associés à Porsche, qui est un site de jobber, et vous pouvez du coup y associer la prestation de faire installer chez vous le produit depuis cette plateforme qui fédère un grand nombre de jobbers. Donc aujourd'hui, vraiment, ça c'est une piste très importante pour vous. On a identifié en France quelques initiatives qui vont dans ce sens, mais je pense qu'il faut vraiment accélérer et vous dire que vous avez aujourd'hui un grand nombre de jobbers que vous pourriez fédérer dans votre vertical métier et qui pourra amener un service quasiment à domicile associé aux produits que vous vendez. Et enfin, pour conclure, l'impression 2D en 3D. Donc là encore, l'idée, c'est de personnaliser l'exemple en magasin. Donc là, vous avez Xerox donc, qui propose d'imprimer en volume. Donc là, Update, pour le coup, elle a survécu. Ce que vous voulez, donc vous pouvez aller en magasin et puis, par exemple, des boutiques qui vendent pas mal de produits ou de, je sais pas moi, de différents devices. Et ben, vous pouvez, en fonction du client, il peut acheter en plus une prestation d'impression personnalisée. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la personnalisation et dans l'expérience en boutique. La 7e tendance, c'est tout ce qui tourne autour de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc là, sur les champs, vous allez avoir la personnalisation des baskets avec la startup française Smart Pixel qui permet du coup de pouvoir voir en direct la manière dont vous personnalisez la chaussure et d'avoir un rendu visuel directement sur la chaussure. Donc c'est aussi des pistes intéressantes en termes de rendu. Et puis Microsoft HoloLens, qu'on était très heureux d'essayer à New York. Donc là, vous avez le casque sur la tête et vous allez pouvoir, du coup, de manière holographique, voir, là en l'occurrence, une Volvo et voir tout l'intérieur avant de l'acheter. Vous allez pouvoir jouer avec les éléments. Donc ça, c'est moi. Et donc là, je m'entraîne à manipuler, du coup, des écrans de manière virtuelle. Donc il faut apprendre, c'est des nouveaux gestes, sélectionner. Là, c'est ouvrir Office. Voilà. Et donc, vous avez plein de nouveaux gestes à apprendre dans ce monde immersif qui vont devenir des gestes qui, pour l'instant, font rire, je vous l'accorde, mais qui vont se généraliser dans les prochains mois. Et puis, les hologrammes. Alors là, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup apprécié l'expérience chez Madame Tussaud. On est habillé donc en Ghostbusters. Vous voyez, donc là c'est l'équipe et on chasse des Ghostbusters. Donc bon, ça fait un peu des fous furieux, mais c'est vrai que franchement en 10 minutes, on a pris une claque. Donc, et on est au tout début de cette expérience, mais on a vraiment pris une claque. Donc on se dit que si on arrive déjà à faire ça avec des pixels dans les yeux, parce que l'écran n'est pas HD et ainsi de suite, on se dit que dans les mois qui arrivent, il va y avoir des choses un peu incroyables qui vont arriver. Donc on voulait quand même vous le souligner. 8e tendance, Geomapping Analytics en magasin. L'expérience Philips avec les lampes connectées qui permettent de suivre le parcours magasin et donner des statistiques. C'est des choses qui continuent à se développer et qu'on suit parce que l'investissement est plutôt faible. Il y a des tests qui ont été faits avec le Carrefour à Lyon qui permet de suivre les parcours sur la zone du magasin. Vous avez la startup SES Imagatag qui permet en gros de rendre les étiquettes intelligentes et qui permet éventuellement de les connecter à une application mobile ou à une page web pour avoir plus d'infos sur le produit. Donc ça, c'était une piste assez intéressante. Et puis Microsoft qui a proposé du coup pour les magasins, donc qui nous décrit dans son propre magasin sur Broadway, sur la 5e, tous les produits, tous les devices, la signalétique connectée, les outils pour les collaborateurs internes des boutiques qui font le succès du store connecté de demain, donc que je vous invite à découvrir. L'avant-dernière tendance, c'est le nouveau rôle, clairement, pour vos équipes en magasin. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de l'AI. Okay. Avec Watson, il est évident que vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez Watson pour créer plus d'intelligence et potentiellement remplacer une partie des équipes, c'est ce qui va arriver forcément à un moment. Et aussi, est-ce que vous utilisez Watson pour aller aider vos équipes et pour être plus pertinent, proposer la bonne offre au bon client au bon moment. Donc, il va y avoir un vrai enjeu autour de l'intelligence artificielle. Donc, je vous conseille vraiment de commencer à vous pencher sur le sujet parce que ça arrive. Ça arrive très rapidement. Il y a des cas qui vont sortir en France dans les prochaines semaines. Et là, on a déjà vu différentes choses qui étaient quand même assez impressionnantes. La deuxième chose, c'est évidemment le rôle de l'équipier de main en magasin. Le client devient tellement expert, est-ce qu'il ne faut pas le transformer vraiment en personal shopper et puis proposer des expériences sur mesure comme chez Bonobos, vous prenez rendez-vous et là vous avez un quart d'heure, une demi-heure, une heure, où vous allez pouvoir faire votre shopping avec un conseiller qui n'est plus un vendeur mais qui est vraiment un guide. Donc ça c'est des pistes vraiment intéressantes. Et puis là, donc je vous propose une vidéo que je vais commenter sur les enjeux du clienteling, donc dans le luxe, quels sont les services et les plateformes qui arrivent qui vont permettre une expérience assez intéressante et riche. J'arrive en magasin, je me log.
Je mets mon mobile, je reçois l'application, je la télécharge sur mon iPhone, je me log et du coup la cliente dans le magasin me reconnaît, voit que je suis une cliente assez récurrente. J'aime ce carré noir. La cliente voit que j'en ai déjà acheté, mais elle voit qu'il y a un carré qui me correspond parfaitement. Et du coup, elle me le recommande. J'adore ça, je l'achète. Je paye avec mon doigt sur mon iPhone. Je passe même pas par la caisse. Je quitte le magasin. J'achète quelque chose et la cliente, tiens, il y a des petites chaussures qui pourraient aller. Ok, ça m'intéresse. Je les achète à distance. Donc, elle voit dans son stock qu'elle les a. Elle passe la commande et du coup, elle commande un driver directement depuis son application qui va directement livrer les chaussures à la cliente qui a été géolocalisée. La cliente est chez elle. Elle suit en direct la livraison des chaussures depuis le driver. Voilà. Bon, elle associe les deux, elle a sa date, et puis malheureusement, les chaussures sont trop grandes. Elle se connecte à son application, elle change la taille, et elle dit qu'elle veut tout de suite une nouvelle paire de chaussures. La boutique identifie le besoin, dommage, elle n'a pas le stock. Elle interroge le stock automatiquement, et une autre boutique a le stock. Du coup, la paire de chaussures repart dans le driver, et elle arrive devant le magasin, elle change la chaussure, le chaussure repart au stock, et elle continue sa date. Évidemment, la date se finit bien, la vendeuse est contente, et la directrice des ventes aussi. Voilà. Bon courage. Non mais bon, on met l'ambiance un peu parce que c'est... Voilà. Enfin, je voulais finir en beauté avec la logistique. C'est clairement le sujet de l'année. C'est sympa, l'UX, tout ce qui va être A/B testing, AI et compagnie. Mais si vous ne travaillez pas vraiment tout ce qui se passe derrière, vous aurez du mal à optimiser et à progresser. Donc la robotisation d'entrepose, évidemment, c'est un vrai sujet. On va parler dans une seconde. La livraison par robot. Donc là, je veux juste parler 2 secondes de Starship. Donc Starship, nous, on l'a vu dans les rues à Las Vegas. On ne comprenait pas ce qui se passait au CES. Et en fait, c'est les anciens de Skype qui proposent ce robot livreur de courses. Et donc là, c'est en test en Suisse, c'est en test en Angleterre, et ça va aller assez vite. Donc c'est une tendance qui est assez intéressante à suivre. La livraison par voiture autonome, là aussi, ça va être assez intéressant à suivre. Et puis Prime Now. Donc là, en fait, l'idée, c'est vous achetez plus de pas de porte. Vous achetez en gros des locaux qui sont à l'intérieur d'immeubles qui coûtent beaucoup moins cher, et vous avez du coup des entrepôts urbains qui permettent de livrer en 10 minutes, en un quart d'heure, en une demi-heure, en une heure. Voilà. Donc là, c'est vrai que du coup, dans New York, vous voyez des mecs qui sortent de nulle part avec des paniers de courses, mais vous n'avez pas la boutique en fait. Donc vous avez juste un entrepôt quelque part, vous ne savez pas où il est, mais du coup, c'est vrai qu'en termes de business model, c'est quelque chose qui est intéressant quand on veut faire dans l'urbain une livraison à très courte durée. Et puis enfin, Star Wars, non je rigole. Shelfie, donc en fait, c'est donc un système qui permet de faire l'inventaire de votre magasin et la gestion de stock de manière autonome. Voilà. On finit par la vidéo. C'est parti. On peut baisser la lumière. On peut mettre la musique. Et du coup, à la fois, il vous recommande de faire les commandes, il peut faire les commandes lui-même. Et il vous propose d'assortir aussi le produit. Et là, vous avez le drone pour votre entrepôt. Et donc, le drone, il va voler la nuit dans l'entrepôt et il va faire l'inventaire de tout votre stock. Vous aurez à la fois l'analytique de la boutique et vous aurez l'analytique du warehouse, de l'entrepôt. Et donc si vous disposez le binôme sur l'ensemble de votre réseau, vous allez du coup avoir une carte nationale avec une gestion en temps réel du stock optimisée grâce justement à l'usage de drones dans l'ensemble de votre organisation et avoir un reporting extrêmement précis et autonome. Voilà, donc c'est une piste plutôt intéressante. Pour conclure, 10 tendances à retenir. D'abord,
un vrai focus culture client, le mobile au centre du parcours d'achat, la révolution du paiement, le shopper sans fiction, moins de produits en boutique mais plus d'expérience, le slow retail avec toujours plus de services, les perspectives autour de la réalité augmentée et virtuelle, les géomapping et l'analytics en magasin, le nouveau rôle pour les équipes en boutique et enfin la logistique. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée.